Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau des conférences de Végétalis. Nous continuons notre matinée consacrée au changement climatique et nous recevons Régis Boisseau. Régis Doucet, excusez-moi, on a deux Régis à la suite. Régis Doucet, délégué régional Sud-Ouest et responsable du programme Action Technique Semences, Arvalis FNP-SMS, pour nous parler de l'impact du changement climatique et des résiliences sur les productions de maïs semences. On rentre encore un petit peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on a pu voir depuis ce matin. Selon vos analyses, comment l'évolution du climat a déjà fait évoluer la production de semences ici dans le Sud-Ouest? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une intervention qui va être en complète continuité. Vous avez deux Régis ce matin et c'est en continuité complète de ce qu'a pu vous présenter Régis Boisseau auparavant. On a d'ailleurs participé, nous, FNP-SMS, en appui expertise sur l'étude pilotée par CEMAE. Et là, on va descendre plus dans le détail, effectivement, sur maïs semences. Et en fait, on va faire un peu un flashback, parce que c'est une étude qui est prévue pour 3 ans, et on est dans deuxième phase. Régis vous a présenté des aspects sur des projections. Et là, on va en fait revenir en arrière, parce que c'est une des approches de notre étude, au-delà du fait qu'elle est spécifique à la production de maïs semences, c'est qu'on a une phase rétrospective en fait dans un premier temps pour voir comment le changement climatique a déjà impacté un certain nombre de paramètres sur cette espèce. Donc par rapport à la précédente, on est centré sur maïs semences à l'échelle France et Europe. Et là, on va regarder les résultats de la phase rétrospective, c'est-à-dire comment on vit déjà le changement climatique, comment le changement climatique a déjà impacté les occurrences des accidents abiotiques sur cette culture. Voilà. D'accord. Je suppose que vous allez parler toute la journée des aspects climatiques, donc je ne vais pas revenir sur la réalité du changement climatique, les tendances, la double approche qui est à la fois changement climatique, c'est-à-dire en gros avec les aspects réchauffement, et l'aspect dérèglement climatique. Souvent les deux vocables sont utilisés parce qu'en fait, selon un petit peu la façon, ce qu'on a à aborder, les deux choses existent. Un, ça se réchauffe, ça c'est absolument indéniable. Deux, c'est sous l'influence humaine, c'est indéniable également. Et il y a une notion de dérèglement qui se voit au travers au-delà du fait que la tendance est globalement à des montées des températures, il y a la précipitation d'un certain nombre d'une plus forte variabilité des aléas. Bon, c'est très très largement documenté. C'est évidemment ce qui nous intéresse dans l'étude pour aller essayer de capter ça et de capter les spécificités à la fois du changement, c'est-à-dire l'impact des montées en température, et des dérèglements en termes de ce qu'on appelle les occurrences d'accidents, c'est-à-dire combien de fois toutes les années, dans une zone donnée, vous risquez de rencontrer tel type d'accident ou tel type d'accident. Voilà. Donc je ne reviens pas sur ces aspects-là. Même chose sur les tendances pour l'avenir. Alors je vous présenterai plutôt la phase rétrospective de l'étude, mais je vous présenterai également ce sur quoi on est vraiment en train de travailler, qui repose sur les scénarios GIEC, et c'est les mêmes que ceux dont a parlé Régis, c'est-à-dire qu'on travaillera dans le futur sur le scénario 4, 5 et 8, 5, c'est-à-dire les deux. Alors, je n'ose pas dire les plus probables, parce qu'en fait, je ne sais pas, mais voilà. Ce sont les deux qui sont les plus... Les scénarios qui sont la plupart du temps retenus dans ce genre d'approche. Alors, j'ai juste mentionné, je vous dis, c'est des sujets qui sont très, très largement documentés, donc vous avez beaucoup d'études qui sont produites. Nous, là, on va vraiment se focaliser sur des choses très spécifiques. Si vous voulez des choses un petit peu plus générales sur ces questions-là, c'est une recommandation bibliographique, cet ouvrage de Sylvestre Huette, qui est absolument remarquable pour bien distinguer déjà ce que dit le GIEC et les choses qu'on peut en tirer d'une façon un peu plus globale. Voilà, ça c'était une petite parenthèse bibliographique, mais cet ouvrage est particulièrement intéressant si vous voulez avoir une vision vraiment globale en 150 pages. Quoi. Et assez facile à lire. Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est très bien fait. Voilà. Donc évidemment un impact très fort sur la production, puis là on va rentrer dans le détail.
Donc notre étude climatique a été décidée, on a initié donc à la demande des adhérents de la FNPSMS, donc c'est la Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho, donc qui travaille sur la France, sur l'Europe, donc qui est constituée de 2 familles qui sont en congrès en ce moment même à Pau et que certains nombres seront là cet après-midi. Donc les établissements semenciers adhérents et puis les producteurs de maïs semences à l'échelle France, donc représentés au sein du FS pour les premiers et de AGPM maïs semences pour les seconds, la fédération étant la réunion de ces 2 familles. Donc l'étude a été décidée dans la continuité des aspects qu'a présenté Régis de Semaille auparavant, et évidemment spécifiquement dédié au maïs semence. Alors, je vous dis, une particularité, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la prospection, mais on a décidé, dans un premier temps, de revenir un petit peu en arrière et d'avoir une approche rétrospective, et c'est ça que je vais vous faire voir un petit peu aujourd'hui. Donc, en fait, on a saucissonné par période de 20 ans, souvent quand on cherche à étudier des occurrences climatiques, une période de 20 ans est quelque chose d'assez fréquent. Donc en fait, on n'est pas remonté trop loin en arrière, mais on a... Oui, parce que le passé lointain en 1980, oui, voilà, c'est ça. Ça nous donne un coup de vieux quand même. Voilà. On a regardé ce qu'on appelle la normale actuelle, c'est-à-dire de 2022 en reculant de 20 ans, c'est-à-dire la normale en gros d'aujourd'hui, et la normale d'il y a 20 ans, c'est-à-dire la période 1983-2002. Parce qu'en fait, on sait qu'on a une bascule au milieu des années 90 et en fait, ça permettait de regarder un petit peu déjà comment les occurrences d'accidents avaient eu lieu. Et puis pour le prospectif, l'étude qu'on est en train d'initier, sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle, donc mon collègue notamment, il n'est pas là aujourd'hui, mais il s'appelle William Roucol, qui en gros opère les calculs, etc., avec les collègues spécialisés climato chez Arvalis. Au départ, on pensait partir sur seulement 2 périodes de la même façon, c'est-à-dire jusqu'à 2022, 2042 et 2042, 2062. Mais en fait, on va se projeter plus loin, parce que comme vous l'avez vu, puis je vous le referai voir un petit peu tout à l'heure, il y a une bascule qui est importante, notamment dans les modèles autour de 2050-2060, avec les scénarios sont pas forcément hyper différents au global jusqu'à 2040, 2050, et ensuite ils se distinguent beaucoup. Et donc on a une projection sur 4 périodes de futur. Vous avez poussé on a poussé loin. Un peu plus loin. Voilà. Donc en fait, l'idée, donc on parle de maïs semence. Donc maïs semence ici, je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc on n'est pas sur, ça s'appelle maïs, mais on n'est pas sur des hybrides. On est sur des géniteurs qui, pour la plupart, sont des lignées pures. Avec un mâle, une femelle, qui n'ont pas les capacités de rusticité de leur descendance, c'est-à-dire des hybrides, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des hybrides, et qui par conséquent, alors c'est une plante maïs, c'est-à-dire qu'elle va répondre de la même façon qu'un maïs hybride en termes de développement, de sortie du nombre de feuilles, de besoin en degrés, donc on peut la modéliser de la même façon pour les stades, mais par contre, la sensibilité des lignées de production, que ce soit les mâles ou les femelles, par rapport à ce qu'on appelle les stress abiotiques, c'est-à-dire les différents accidents climatiques, va être, pour faire simple, d'une façon générale, exacerbée. Pas forcément toujours dans des proportions fortes, mais va être de toute façon moins rustique qu'un hybride. Et l'autre différence, c'est que les cycles vont être relativement différenciés, notamment selon les endroits où on va les produire. Et on va s'intéresser au stress thermique. Alors, les excès thermiques en trop, mais également en pas assez, c'est-à-dire les excès de température élevée et les excès par le froid, en fait, essentiellement. Les stress radiatifs, c'est-à-dire le rayonnement, mais ici, c'est dans les régions dans lesquelles ça va être particulièrement important. On a souvent tendance à l'oublier, mais c'est important. Évidemment, le stress hydrique, et puis également les excès d'eau à différentes phases du cycle. Alors, il se trouve que ces éléments-là, les programmes Action Technique Semences existent depuis une quarantaine d'années. Bon, ça fait une dizaine d'années que je suis dessus, mais une quarantaine d'années de travaux en amont. Et ça a fait partie d'un travail important, notamment de mon prédécesseur, Xavier Fouillassard, et puis les équipes physio, je pense à Brigitte Escal notamment, de référencer ces accidents-là, et c'est-à-dire d'être capable de déterminer des seuils climatiques au global, à partir desquels vous avez l'impact d'un accident climatique. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour étudier les occurrences d'accidents. Alors, on travaille en approche dite agroclimatique ou écoclimatique, c'est-à-dire qu'on, par rapport au calendrier, on ne va pas seulement regarder
Et bon, on sait très bien qu'on va avoir des évolutions de température, qu'on a déjà eu et qu'on va avoir des évolutions de température en été. Mais comme on a des modèles qui nous permettent de séquencer en fait les stades et notamment les périodes essentielles de la vie du maïs, on est capable de caler les périodes de sensibilité à tel ou tel accident de manière à les étudier de façon spécifique dans les périodes où leur impact est soit le plus fort, soit dans la période où l'impact est le plus fort. Ce qui permet d'avoir une approche en fait plus fine et plus précise que quelque chose de calendaire, et ce qui permet également de simuler un certain nombre de choses, parce qu'évidemment, derrière, l'étude s'appelle impact, c'est-à-dire pour mesurer comment ça a déjà évolué et comment c'est susceptible d'évoluer, mais elle s'appelle aussi résilience, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de continuer à en produire. C'est-à-dire qu'évidemment, zone par zone, c'est de voir quels sont les leviers adaptatifs qu'on pourra... Sur quoi on peut agir. Voilà, qu'on a déjà employé ou qu'on pourra demain employer pour maintenir la culture et rester notamment leader en Europe en termes de production et d'export. Alors l'étude est à l'échelle française et européenne. Aujourd'hui, je vous ferai voir que des aspects plutôt français, mais vous savez que notamment nos adhérents produisent de la semence dans différents pays de l'Europe. En première approche, on est sur les zones de production existantes. On a une extension à l'échelle de l'ensemble France, comme l'a dit Régis tout à l'heure, de manière à explorer le levier géographique. Et on a également les études pour regarder ce qui se passe avec les mêmes types d'approches, parce qu'en fait, on y produit, pour ce qui nous concerne, les mêmes géniteurs dans les pays dans lesquels on a déjà de la semence, et on va jusque Ukraine, Turquie, des zones de production type Roumanie ou Hongrie, et également des zones qui ne sont pas encore en production, type par exemple Pologne ou ce genre de climat. Alors, on ne balaye pas, parce que sinon ça ferait des masses de données quand même énormes, mais l'idée est de balayer des zones potentiellement utilisables ou sur lesquelles il y a déjà un certain nombre de choses. Alors, dans le prospectif, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, parce que je vous dis, on est en phase vraiment d'approche, mais on travaillera sur les deux scénarios 4, 5, 8, 5. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, ce qu'on regarde dans le détail, je vous dis, en gros, on connaît relativement bien les périodes à risque et ce qu'on va appeler les seuils de déclenchement d'accidents vis-à-vis des géniteurs en production de maïs semences. Donc on sait que historiquement, parce que c'est des éléments, je vous ai dit que mes prédécesseurs sur lesquels on a pas mal travaillé, où on a reproduit les types d'accidents qu'on observait au champ, qui posaient problème en termes d'occurrence, classiquement, et où on a établi des seuils à partir desquels on sait que l'accident est réellement impactant en termes de rendement, de fécondation ou autre. Alors, le premier qui apparaît, c'est le gel et les températures froides, parce qu'en fait, et on va le voir dans les études, ça va ressortir, pendant de très nombreuses années, le facteur de risque numéro 1, c'était ça, notamment sur des géniteurs, les problèmes de gel dans la période de semis, et puis ensuite, de façon probablement un peu plus prégnante, les problèmes de température minimale, alors avec le seuil de 10 degrés, vers ce qu'on appelle la transition florale, c'est-à-dire en gros vers 7-8 feuilles du maïs, quand le maïs passe de l'émission de feuilles le bourgeon terminal passe de l'émission de feuilles à l'émission réellement des organes reproducteurs, qui est une étape absolument fondamentale et qui est une période de sensibilité au froid. On verra comment ça a évolué. Et puis ensuite, au moment de la méiose mâle, c'est-à-dire de la fabrication de la future panicule, qui est évidemment pour nos mâles producteurs de maïs semences, quelque chose d'également fondamental. Alors c'est des séquences qui ne sont pas forcément très longues dans le temps, qu'on sait caler en termes de modèles en connaissant la précocité de la variété, et on va regarder l'impact de ces températures à ces périodes-là. Parce qu'en fait, je serais tenté de dire, vous avez des périodes par la suite où l'occurrence risque d'être très faible, et des périodes où, quand vous êtes à 3-4 feuilles, le maïs ça va le ralentir, etc., mais peut tout à fait supporter un accident. Par contre, la même température dans la période de transition florale, qui va durer à peu près 8 jours, par exemple, peut avoir un impact très fort. Évidemment, après, température chaude. Donc là, on a deux périodes, évidemment, autour de la floraison. Le seuil est établi à 35 degrés, parce qu'en fait, on l'a mis en évidence historiquement. Et pour ce qui nous concerne, alors c'est vrai pour le maïs en général, mais c'est surtout vrai pour le maïs semence, évidemment, c'est vis-à-vis du pollen. C'est-à-dire que du maïs peut tout à fait supporter des températures supérieures à 35 degrés. Par contre, le pollen de maïs, non.
C'est-à-dire qu'en gros, on a des modèles si vous voulez, de dessiccation du pollen. Le pollen, c'est de l'eau essentiellement. Et au-dessus de 35 degrés, au bout de 20 minutes, vous avez des mortalités très importantes. Il se déshydrate, quoi. Voilà. Mais là aussi, c'est sur des périodes qui vont durer la période de la floraison, sur une dizaine de jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va étudier de façon très précise et qui a une importance absolument majeure en semences et beaucoup moins à la limite en conso. Parce qu'en conso, vous avez une production de pollen qui est pléthorique par rapport aux besoins. Et puis des durées, là aussi, la sensibilité du pollen, elle est la même. Mais en gros, vous en avez beaucoup plus. Comme il y en a beaucoup, ça ira toujours. En semences, vous êtes structurellement déficitaire en pollen, de toute façon, vu que vous avez en gros un tiers du champ qui en produit et que les mâles sont peu producteurs. Voilà. Donc là, de chaque pollen. grain de pollen compte. Ensuite, rayonnement, je vous dis, on a souvent tendance à l'oublier, mais il y a 2 périodes très importantes en termes de rayonnement qui sont la transition florale jusqu'au cas d'à peu près 15 feuilles, parce qu'en fait, c'est l'initiation du futur rendement, la mise en place des Donc là, c'est la luminosité. Voilà, exactement. C'est la luminosité, c'est-à-dire le rayonnement incident et l'interception. Et puis ensuite, dans la période juste avant la sortie de l'épi, pour la partie femelle, pour l'épi, c'est également des périodes. Et là, on a un seuil qui est calé à peu près autour de 1500 joules par centimètre carré. Sur plusieurs jours consécutifs, mais on le simule en fait dans les études, on cherche à repérer les jours qui vont être en dessous de ce seuil. Voilà. Alors dans des régions comme la nôtre, c'est un facteur important. C'est-à-dire que évidemment, le maïs a besoin de soleil, notamment dans ces périodes-là. Et quand on est sur une succession de jours trop bas, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis évidemment le stress hydrique. Donc là, là on voit que la période est très bien longue. sûr, voilà. Donc évidemment. C'est la période classique de sensibilité du maïs au stress hydrique, où les besoins majeurs, ils commencent avant, mais les besoins majeurs commencent à 10 feuilles, sont maximum au moment de la floraison, et puis vont ensuite baisser régulièrement jusqu'au stade 50% d'humidité. La difficulté là, c'est de capter à la fois les pluies, les températures évidemment, et puis les coefficients d'expression de ce qu'on appelle le bilan hydrique. Et puis les excès d'eau également qu'on n'oublie pas, notamment, alors on aurait presque pu, avec ce qu'on a eu cette année, les mettre également à la fin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il manque une petite période au moment de la récolte qui n'est pas physiologique, mais voilà, qui est technique en fait. Oui. Et c'est plutôt au début, parce qu'en fait, dans la période d'installation, on est assez souvent confronté. On voulait voir si on avait une dérive par rapport à ce genre d'événement, qui n'est pas forcément très évident à caler. Mais en gros, les excès d'eau autour de la période de semis qui peut entraîner des soucis sur la culture. Qui peut faire que les semis soient de mauvaise qualité, donc ensuite ils vont impacter Tout à fait. la production. Donc là, on n'a pas nécessairement de seuil, mais en gros, on regarde les cumuls sur une période semi-levée ou semi-4 feuilles de cette façon-là. Alors, après, je vais vous faire voir une seule diapo pour le Béarn, mais avant, pour juste expliquer un petit peu comment elle est construite. Après, elles sont faciles à lire, mais il faut mieux... je veux dire, on est sur le rétrospectif. Et en fait, comment on fait pour voir comment les occurrences d'accidents ont augmenté. Donc en fait, on fait 2 séquences. Non, ça marche pas. La séquence bleue, c'est ce qu'on appelle le passé lointain, c'est-à-dire les années 80 à 2000. La séquence rouge, vous avez année par année le passé dit récent. Et là, si on prend l'exemple, si on cherche à regarder comment a évolué le nombre de jours où le rayonnement était inférieur à 1500 degrés, à 1500 joules par centimètre carré, en fait, on prend une précocité, une variété dans un lieu donné, une précocité donnée. Le modèle va nous caler la période de sensibilité. Donc on sait que c'est IF, c'est l'initiation florale jusqu'à 15 feuilles. Donc il va caler pour un semis du 5 mai, on le fait tourner année par année et on resimule les dates les dates de la période de sensibilité. Puis ensuite on va aller regarder année par année si on était en dessous du seuil ou au-dessus du seuil. On en déduit un nombre de jours où on était, donc c'est l'occurrence de l'accident, et puis on le rapporte à la durée de la période. Alors en fait, c'est pour pouvoir comparer un petit peu les événements entre eux, et puis pour pondérer. Et donc là, on considère que dans cet exemple-là, sur la période du passé, on avait 4 jours sur 20 dans lesquels, donc 20%, dans lesquels on avait franchi le seuil. Et on fait ça pour tous les incidents et pour tous les accidents. Voilà. Et ensuite, donc on fait ça pour toutes les années. Donc vous avez une valeur de pourcentage pour toutes les années. Et on le représente de cette façon-là. Et ça, c'est le petit graphique que vous verrez tout à l'heure. En fait, dans la grosse flèche épaisse, là, les petites bandes jaunes, c'est là où il y a eu c'est ça. Les accidents. C'est les années où il y a eu accident. D'accord. Voilà.
Donc on repère, on fait vous verrez beaucoup d'études climatiques qui sont présentées de cette façon-là, où les fameuses boîtes à moustaches, là c'est quelque chose, parce que ça permet de voir à la fois les valeurs moyennes, les valeurs fréquentes, c'est ce qui est dans le cube bleu pour le passé historique, et puis les valeurs un peu plus extrêmes qui sont représentées avec les petites barres. Donc en fait, vous avez ici le cube bleu, enfin la moustache bleue, vous donne un risque qui était de l'ordre de 20%. Certaines années, c'était 0 au maximum, vous montiez à 50. Et puis à côté, vous avez la même chose pour le passé récent. Vous voyez que dans cet exemple-là, ça ne bouge quasiment pas. Oui. C'est-à-dire qu'en clair, la traduction, quand les deux boîtes sont pareilles et que les moustaches, entre guillemets, sont également équivalentes, c'est-à-dire que le risque est pareil sur les 20 dernières années qu'il n'était sur les 20 années précédentes. Oui. Le rayonnement n'est pas un critère. Voilà, alors c'est un exemple, et oui. Après on va le décliner pour un certain nombre de régions. Et ce qu'on a mis pour repérer un petit peu, puis aider un peu à la lecture, c'est qu'on a resitué l'année 2022 en tant que telle. C'est-à-dire vous avez entre les deux boîtes, vous avez juste l'année 2022. Vous vous souvenez à quel point elle avait été particulière, notamment en termes de stress hydrique et puis de température. Et en fait, le fait de positionner l'année 2022, alors elle fait partie du bloc des années récentes, mais on la ressort de manière à... vous savez, beaucoup... c'est l'année traumatique. Voilà, c'était un peu ça. Et on avait mis en évidence le fait qu'elle peut être représentative des années du futur, etc. Donc là, on le fait déjà pour la resituer par rapport à... La boîte rose, là, c'est la normale actuelle, donc son caractère... Oui, Jean Bedou nous a expliqué que en 2050, l'année 2022 sera une année moyenne. Et donc c'est pour ça qu'on la faisait ressortir, parce que ça peut parler aux gens, si vous voulez. Ça, voilà. Et parce qu'évidemment, cette démarche qu'on fait là sur le rétrospectif, l'idée après, c'est de la faire de la même façon sur le prospectif, bien sûr. Donc on va regarder aujourd'hui le rétro. Donc, il fallait toutes ces explications pour comprendre ce que vous allez expliquer. Voilà, je vous le fais un peu rapidement plutôt que de plaquer directement le truc. On est sur des données concrètes, hein, c'est-à-dire en clair, c'est un nombre de jours dans lesquels on a eu problème sur la période à problème. Voilà. Sur la période qui peut poser problème. Donc c'est pas un indice, c'est potentiellement cette année-là, il y avait 4 jours sur 20 qui posaient souci. Alors, quand on l'a décliné, bon là, on a présenté les choses de cette façon-là. C'est pour avoir de façon synoptique. Donc on prend une région, une situation, et on regarde l'ensemble des 5-6 risques qu'on avait évoqués tout à l'heure, de manière à avoir une approche un petit peu globale de, parmi tout ce qui est susceptible de subir notre maïs semence, ou tout ce qu'il a été susceptible de subir dans les 20 dernières années et par rapport aux 20 années précédentes, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, etc. Alors, on prend, là, évidemment, pour l'exemple, on a fait ça pour 19 régions en France, dans un premier temps, sur des données, c'est des données réelles, c'est-à-dire que c'est des données météo enregistrées, vous n'êtes pas sur des simulations, donc c'est la réalité des choses. Après, c'est des données respatialisées, etc., mais c'est des données réelles. Donc l'idée, c'est aussi de savoir... Ça donne du concret. Voilà, comment ça a déjà bougé, hein, comment ça a déjà bougé avant de se projeter dans comment ça risque de bouger. Donc, Béarn, Pays Basque. Alors, pour comprendre, il ne faut pas que tout bouge. C'est-à-dire qu'il faut quand même fixer, parce qu'on produit plus de 2000 variétés différentes en France. Il y a 7 groupes de précocité. Donc vous avez des variétés très précoces jusqu'à des variétés très tardives. On produit surtout des précoces. Mais, donc pour pouvoir comprendre, parce que évidemment l'analyse change si vous changez la date de semis, la précocité. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on prend semis du 5 mai, qui est une date de semis standard de la région, et variété type G3, c'est-à-dire demi-précoce à demi-tardif, qui fait partie des variétés qu'on produit classiquement dans la région. Et donc, en fait, ça signifie que ça, vous figez cette chose-là, et vous faites l'analyse qu'on vient de décrire auparavant sur ce créneau-là. Si vous changez la date de semis ou si vous changez la variété, évidemment, ça va bouger. Alors, sur cet exemple type-là, ce que vous voyez, en fait, le bloc du haut, c'est le froid. Les 3 premiers blocs en haut, c'est le froid. Donc, gel, semis, vous voyez que le semis de 5 mai, ici, ça ne bouge jamais. C'est-à-dire que ça ne bougeait pas avant, ça ne bouge pas maintenant. Et en gros, c'est un risque qui est quasiment négligeable. Par contre, froid à l'IF, froid à l'initiation florale, là, vous voyez clairement que ça a clairement baissé. C'est-à-dire que vous aviez un risque de froid d'exposer important. Quand vous semiez dans les années 80 du maïs semence au 5 mai, une G3, vous aviez en gros un risque qui était en moyenne de 20% et qui peut monter à 40%, il est tombé à 10%. Et puis vous voyez la position de 2022, qui en l'occurrence c'était une année où, bien qu'il ait fait très chaud par la suite, elle était dans les 20 dernières années plutôt élevée. Oui. Voilà.
Ensuite, froid à la méiose, c'est un petit peu le même style, en un peu atténué. Mais ça illustre le fait que mes prédécesseurs dans les années 80, jusqu'aux années 90, un des axes de travail physiologique essentiels, c'était s'adapter à la tolérance au froid. Jusqu'à imaginer des produits qui permettaient de... Voilà. Bon. Ce risque-là, c'est atténué. C'est un bénéfice, en gros, du changement climatique. Parce que là, j'ai rien changé. Hein. J'ai semé à la même date et j'ai comment dire, et avec la même variété. Oui. Voilà. Alors après, quand on passe sur le risque chaud à côté, bah, évidemment, c'est un peu l'inverse. Et encore là, on est dans le Béarn, donc il y a eu des régions où ça a bougé un peu plus. Mais vous voyez que quand vous regardez, en gros, le chaud avant floraison, c'est le bloc du milieu, bah, ça bouge un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la position de 2022. C'est-à-dire que 2022 était déjà c'était l'année la plus importante sur les 20 dernières. Et c'est le double de ce qu'on avait eu dans les 20 années précédentes. Et ça a surtout bougé sur la période post-floraison, où là aussi le risque historique n'était pas très élevé. Le risque actuel est nettement plus élevé. Et vous retrouvez la position de 2022 qui est réellement tout à fait exceptionnelle par rapport aux 20 dernières années. Donc ça remet en évidence son caractère exceptionnel, et puis elle sera intéressante à positionner quand on se projettera. Voilà. En bas, vous avez le rayonnement. Alors là aussi, ça a plutôt baissé. C'est-à-dire que le niveau de risque rayonnement est un facteur limitant, en gros, dans des régions, dans le Piémont-Pyrénéen. Hein. C'est-à-dire que pour le maïs, on sait qu'on est des fois, vous voyez, les risques étaient quand même non négligeables. En gros, il s'est plutôt atténué sur la période plus récente par rapport à la période plus ancienne. Donc là aussi, il y a toujours une variabilité. Il y a toujours des années où il n'y a pas assez de soleil. Hein. Vous voyez les petits points, là, c'est les années un peu exceptionnelles. Mais globalement, le risque s'est atténué. Voilà. Déficit hydrique, alors on est souvent un peu surpris. Alors bon, c'est vrai que parce qu'il bouge pas trop. Ça bouge pas tant que ça. Bon, il n'a pas trop bougé. Alors c'est ce qu'on voit dans pas mal d'endroits, c'est-à-dire que souvent ça peut bouger un peu, mais dans des proportions moins importantes que ce qu'on pouvait attendre. Alors il y a quelque chose qu'il faut regarder par rapport à ça, ce qu'on aurait dû commencer par là, c'est la bande verte en haut, qui sont comment on bougeait les stades en fait. C'est-à-dire que quand j'ai dit vous faisiez tout pareil, c'est une variété demi-tardive, demi-précoce, demi-tardive semée au 5 mai, vous avez en haut le modèle, c'est-à-dire la modélisation de la déclinaison des stades. Et en fait, vous avez stade par stade, parce qu'en fait, qui nous permet de caler toutes nos périodes de sensibilité, mais les deux choses qu'il faut regarder, par exemple, c'est à la floraison, parce que c'est un stade repère, et puis à maturité physiologique, donc le H32, 32% d'humidité du grain. Et en fait, vous voyez qu'entre le passé lointain et le passé récent, la même variété se met à la même date. Ça, c'est une évidence pour les gens qui pratiquent le maïs tous les jours. Vous avez gagné en gros 4 jours à floraison. Oui, c'est énorme en fait. Et c'est non négligeable. Ouais. Et vous avez gagné 7 jours à maturité physiologique. Et il y a des endroits où ça peut être nettement plus. Et quand vous regardez l'intervalle 10 feuilles H50, c'est-à-dire la période de sensibilité au stress hydrique, vous avez -2, -5, c'est-à-dire que vous l'avez réduite de 3 jours. Donc ça pèse sur le déficit hydrique. Parce qu'en fait, comme votre période, elle est un peu plus courte, nécessairement, le calcul de stress, il est un peu plus faible. Mais pour autant, au travers de ça, votre plante a fonctionné moins longtemps, vous avez lâché du rendement. Alors, on ne va pas jusqu'à la simulation rendement, parce que c'est un peu trop compliqué, mais il faut en tenir compte. Oui, le fait que les stades ont été raccourcis, que la plante passe plus vite les stades, on perd 7 jours, et le fait de perdre 7 jours, Voilà, on perd en l'occurrence sur la période de stressique, on perd 3 jours, ce qui peut paraître négligeable, mais ce qui en termes de cumul ne l'est pas forcément. Hein. Et il y a deux choses, c'est que votre période est un peu raccourcie, et votre période est la plupart du temps anticipée. C'est-à-dire que les stades, notamment sensibles, arrivent un peu plus tôt en saison, ce qui représente en soi une forme d'esquive par rapport aux accidents dans la période dans laquelle ils interviennent, c'est-à-dire essentiellement la période estivale, juillet, août, etc. Voilà. D'accord. Et la pluie au début, hein, vous voyez que ça ne s'est pas rangé, hein, c'est-à-dire que ça reste là aussi, hein, c'est un paramètre important ici, hein, c'est-à-dire que c'est des niveaux d'une centaine de millimètres à peu près, avec une variabilité qui est un peu plus importante. Il y a des endroits où on voit ce genre de choses, hein, c'est-à-dire que la variabilité a augmenté en termes de, notamment des points extrêmes qui posent réellement problème. Et ce paramètre-là, assez difficile à capter pour le futur, les modèles peuvent avoir un peu de mal à le capter, mais c'est un paramètre qui a souvent bougé. Très bien. Bon, donc voilà, là, on a fait le passé lointain, le passé récent. C'est ça.
le passé et la normale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que parce qu'en agronomie, la plupart du temps, maintenant, on fait beaucoup d'études climatiques prospectives, etc. Mais ce qu'on appelle, entre guillemets, la normale, alors qui par définition n'existe pas, mais c'est les 20 dernières années, quoi, ce qui permet quand même de se repérer. Donc maintenant, on se projette. Alors, je ne vous ferai pas tout voir, parce que je vous dis, on est en train de... Voilà. Mais ce type d'approche, on l'a fait donc, sur 19 régions en France. Qui étaient les régions principales des 5 bassins de production de maïs, vraiment dans le détail, 17 régions, pardon, et où on a regardé effectivement des matrices on l'a traduit sous cette forme-là, sous forme de carte, donc, et on l'a étendu en fait à l'ensemble de la France, et, y compris des zones où à l'heure actuelle il n'y a pas de production de maïs-semence, de manière à voir déjà dans un premier temps comment on bougeait les cycles entre passé lointain et passé récent, c'est-à-dire les durées de cycle, notamment semi-floraison et semi-H32 qui est le repère à partir duquel on peut récolter du maïs-semence. Enfin, on peut le récolter avant aussi, mais pour de la récolte en épi. Donc quand on regarde dans le détail, on est sur alors on le fait, là aussi c'est un peu entre guillemets simplifié, parce qu'on le fait pour une précocité, une variété à l'échelle France. Pour le faire de façon plus précise, il faudrait le décliner pour les dates de semis médianes et les précocités adaptées. On peut le faire, mais la carte serait plus compliquée. En gros, on a gagné, entre guillemets, de l'ordre d'à peu près 4 à 5 jours à floraison, à précocité équivalente, et à peu près 7 à 10 jours, selon les zones, sur le H32, sur la période semi à maturité physio. À maturité. Voilà. À précocité constante. Et en fait, les cartes qui bougent le plus, le froid, vous voyez, c'est plus bleu foncé, c'est en lecture lointaine comme vous avez là. Voilà, vous avez à peu près partout diminué, pas complètement partout, mais à peu près partout diminué le risque de froid. C'est aussi intéressant de regarder des zones un peu plus septentrionales. Voilà. Froid à l'initiation florale. Et risque chaud, évidemment, le nombre de jours chauds en regardant de façon globale autour de la floraison, de méiosmal au slag, c'est-à-dire vraiment toute la période de sensibilité au chaud. Là, évidemment, toujours avec ce seuil à 35, vous avez ce glissement qui est quand même assez considérable. Et avec des années avec la zone sud-ouest qui prend cher. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, alors là aussi, on est sur la précocité standard, c'est standardisé. Donc un peu simplifié. Et déficit hydrique, en fait, on ne bouge pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que ça bouge davantage, on ne bouge pas tant de ça, mais il faut intégrer l'effet d'atténuation de la réduction du cycle qui existe. Voilà. Qui atténue en fait l'effet. Donc l'idée, après, on décline la même chose à l'échelon européen. Donc, parce qu'en fait, là, on est sur pour les spécialistes, des données type JRC, donc on peut déployer à l'échelon européen. Et puis ensuite, l'idée, c'est de le faire. En gros, la même chose en se projetant. Pardon, je suis allé trop loin. Alors, quand on va faire la même chose en se projetant, on est dans le cœur de l'étude là. Je vous ai dit 2 scénarios GIEC, comme ce qu'a annoncé Régis tout à l'heure, le 4.5 et le 8.5, qui sont les scénarios, alors je ne sais pas s'il faut les qualifier de pessimistes, mais qui sont plutôt, entre guillemets, les plus, souvent annoncés comme les plus probables et plutôt pessimistes, c'est-à-dire avec des réchauffements relativement élevés. En dimension France et dimension UE sur les pays qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis évidemment avec des scénarios adaptatifs. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais une des données importantes, c'est le choix des modèles. Parce que là, quand vous êtes dans l'aspect prospectif, vous avez énormément une diversité de modèles. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais les climatologues vous proposent en access, en base access, que vous pouvez utiliser une très très grande diversité de modèles de projection. Des modèles également de descente d'échelle, c'est-à-dire comment, quand vous dites que la température va augmenter de tant de degrés, comment ça se distribue selon que vous êtes dans des zones océaniques ou des zones continentales, donc ça a son importance. Et vous avez des modèles qui marquent plus sur les températures ou d'autres qui marquent plus sur la précipitation. Donc, on a des gens qui regardent ça de très près. Il y a aussi des modèles qui ont des biais et qu'il faut tenter de... Alors, nous, on prend pour notre étude pratique, on essaie de prendre des modèles assez centrés, vous voyez, qui sont ceux qui sont le plus couramment annoncés, notamment par Météo France ou par l'INRA ou autres, et qui représentent une moyenne qui ne sont pas trop extrêmes, mais qui sont les plus fréquemment utilisés. Voilà. Il nous reste 4 minutes. Bon, non, mais c'est bon, on va être bon. D'accord, très bien.
Voilà. Et donc, il y a pas mal de travaux sur ces aspects-là. Et le choix des modèles a évidemment un caractère important. Et après, il faut récupérer les données de projection pour pouvoir faire le même travail d'analyse qu'on a fait, que je vous ai fait voir tout à l'heure, en projection. En projection. Voilà, avec les 6 périodes. Alors, avec une particularité, enfin, c'est qu'on on va pas, on reprend des données modélisées, y compris pour l'historique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on travaillait sur des données réelles, c'est-à-dire c'est ce qui s'est réellement passé. Mais quand on veut comparer la projection à ce qui s'est passé, il faut mieux travailler avec toutes les données reprises à partir des modèles. Et donc, en fait, c'est le travail qu'on est en train de faire, quoi. Voilà. D'accord. Donc, je vous ai dit, l'idée, c'est pas uniquement de regarder, c'est de regarder l'impact, comment ça va dériver, de repérer notamment les secteurs dans lesquels on va arriver à des niveaux qui deviennent rédhibitoires ou qui deviennent intenables. Oui. En gros, il y a la possibilité soit de faire évoluer les plantes, Ouais. soit de décaler dans l'espace Voilà. la production Ouais. de semences. Oui. Hein, j'imagine que c'est ça. Et il y a le levier technique. Donc, en fait, le levier technique. c'est les oui, 3 c'est ça. leviers que vous avez là. Un levier génétique, un levier géographique et un levier technique. Et vous avez surtout la combinaison des 3. Oui. Parce que ce qui nous intéresse, la finalité, c'est de combiner de la façon la plus intelligente les 3. Alors, si on commence par le levier génétique, en matière de maïs, c'est une plante mondiale cultivée de l'équateur. La recherche mondiale est extrêmement importante. De l'équateur au mur d'Adrien. En France, on travaille que sur cette groupe de précocité, mais il y en a des choses encore plus précoces et des choses encore plus tardives qui existent ailleurs. Donc, en clair, en termes de ressources, il y a surtout une variabilité qui est absolument énorme. C'est une chance. Alors, c'est évidemment une chance. Et en fait, il faut l'intégrer en termes historiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça a intégré ça. Et il faut se projeter sur le fait que vous aurez nécessairement des évolutions. On était aux 90 ans de la GPM. Je pense que les fondateurs n'avaient pas nécessairement imaginé, par exemple en termes de production de semences il y a 80 ans, que 100% de la production serait ne serait-ce que castrée à la machine. Voilà. Donc évidemment, le maïs de 2080 tout à l'heure, ce n'est pas le maïs d'aujourd'hui. Alors, ce ne sera peut-être pas les mêmes parcours de progression, mais ne serait-ce que sur la diversité génétique, évidemment, vous aurez un levier. Par contre, à plus court terme, en termes de production de semences, il y a des producteurs dans la salle, on produit ce que l'obtenteur nous demande de produire. Donc, le levier à court terme, vous n'avez pas énormément de marge de manœuvre là-dessus. Par contre, sur le long terme, le potentiel est absolument énorme. Et en termes de projection, vous aurez des choses différentes. Bon. Le levier géographique, c'est un petit peu ce qu'a évoqué Régis tout à l'heure. Évidemment, on cherche à repérer par zone les endroits où tel ou tel accident climatique sur toute la génétique qu'on pourrait faire deviendrait rédhibitoire. C'est-à-dire, si vous êtes dans des périodes où vous imaginez un climat semi-désertique où la température passe jamais en dessous de 35 en normal, ça va être compliqué de faire du pollen. Bon. Mais vous pouvez aussi imaginer, vous avez un levier technique derrière, c'est-à-dire que vous pouvez aussi imaginer des choses qui vont vous faire de la supplémentation en pollen ou que vous produirez le pollen ailleurs ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que là aussi, on ne peut pas raisonner complètement et c'est les pistes d'adaptation sur lesquelles on va regarder. Et puis en fait, en première approche, vous avez déjà un levier technique. C'est-à-dire que à un endroit donné pour une génétique à produire, vous avez un levier technique, ne serait-ce qu'en jouant sur les cycles. C'est-à-dire que, notamment au travers du cycle de culture, date de semis, date de floraison, date de récolte, qui va vous faire modifier, et ça on peut le simuler assez facilement, va vous faire modifier les périodes d'arrivée de vos périodes sensibles, et par conséquent vous permettre d'éviter ou non tel ou tel type d'accident. Alors le premier sur lequel on travaille en termes d'adaptation, pour une précocité donnée, c'est les dates de semis. Et ce qu'on simule, par exemple, pour les projections, c'est, par exemple, de faire glisser de 10 jours en avance les dates de semis tous les 20 ans. Et quand vous faites ça, vous vous apercevez que vous atténuez le risque température extrême à la période de floraison. Vous arrivez à le lisser de façon très forte. Et pour finir, rapidement, voilà. Le dernier mot, c'est évidemment capacité d'irrigation. Là, par contre, c'est-à-dire que nécessairement, vous mobiliserez toutes les... vous pourrez être amené à mobiliser au travers du cycle un peu d'évitement, au travers des précocités que vous gérez le besoin global, mais vous aurez toujours besoin d'eau.
Et par contre, vous mobiliserez probablement un certain nombre de techniques pour maximiser l'efficience de l'eau sur la culture en termes de pilotage, en termes de mode d'apport, etc. Et évidemment, c'est sur ces deux leviers-là qu'on aura les niveaux d'adaptation les plus forts. Voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant. On est rentré au cœur du maïs semence, exactement. Donc, on va s'arrêter là. On a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pas très grave. Merci beaucoup. Et on va faire une petite pause de quelques minutes pour se retrouver. Merci à tous.